Alain Leroy, en tant qu'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du maintien de la paix, vous avez eu à prendre conscience et en compte de la globalisation des menaces. Quelles sont les réponses que vous pouvez faire maintenant que vous avez une vue peut-être moins quotidienne des choses ou moins dans le job? Merci, bonjour à tous. Et moi, ce n'est pas la première fois que je viens au Maroc, je viens assez régulièrement. D'abord, pour répondre à votre point, j'avais affaire, moi, plutôt à des crises locales plutôt qu'à des réponses globales. Mais forcément, ça donne un peu une vision globale. Et je ne commencerai peut-être pas par revenir sur les nouvelles menaces, parce que je crois que Levin-Billman les a bien identifiées, je ne souhaite pas le répéter, mais plutôt intervenir plutôt sur les nouveaux types de réponses, ou c'est les types de réponses à la disposition de la communauté internationale face à la nouvelle menace, très bien décrite par Levin-Billman et vous-même au départ. Peut-être d'abord un petit mot sur les réponses non militaires, avant de revenir à des réponses militaires qui ont plus été mon domaine ces dernières années. Dans le droit fil de ce qu'il vient de dire Levin-Billman sur la création d'un nouvel ordre, on est dans la phase du chaos avant un nouvel ordre, il me semble, et c'est une opinion purement personnelle, que ces nouvelles menaces, avec leurs différentes formes, appellent et conduisent à des progrès, dans quelque chose qui va être évidemment très long, qu'on pourrait appeler, pour synthétiser, des progrès en matière de gouvernance mondiale. Alors, on en est encore très loin, on est dans la phase de chaos, mais j'en renvoie plusieurs exemples. Ce qui se passe en ce moment en Europe avec la crise financière de la zone euro me paraît appeler forcément une gouvernance économique européenne renforcée. Alors c'est d'ailleurs paradoxal que ce soit les marchés, l'action des marchés, qui finalement conduisent à ce désir ou à cette volonté d'une gouvernance économique renforcée. Mais ça me paraît un domaine. Deuxièmement, en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, forcément une action concertée internationale est le seul type de réponse face à cette menace globale. Donc à nouveau dans ce domaine, une forme de gouvernance mondiale ou de coordination mondiale dans cette lutte. Dans le domaine économique, pour y revenir une seconde, l'action vis-à-vis des régulations du système bancaire, forcément, à mon avis, doit être coordonnée. À nouveau, des progrès dans la gouvernance mondiale. Autre domaine, l'environnement. Levin-Billman parlait de l'incidence du changement climatique et de l'insécurité pour un certain nombre de zones. Forcément, la réponse doit être globale. Et à nouveau, là, on pense à la proposition sur la table de renforcer les pouvoirs de l'ONU en matière d'environnement, la création de cette Organisation des Nations Unies pour l'environnement, pour renforcer encore l'action du PNUE. À nouveau, une tentative pour développer une forme de gouvernance mondiale. Bien sûr, nous n'y sommes pas, mais il me semble que la globalisation et l'intensité de ces défis conduisent vers cela. Comme l'a dit Levin-Billman, on est dans la phase du chaos, c'est très compliqué et les problèmes de souveraineté des États freinent évidemment cette émergence de gouvernance mondiale, mais il me semble que la question est encore plus sur la table depuis l'émergence de ces nouveaux défis. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé quelques considérations sur la réponse non militaire aux problèmes de sécurité internationale. Maintenant, un mot sur les réponses plutôt militaires, sécuritaires, militaires aux défis de sécurité mondiale. Premier point, l'idée d'une réponse individuelle d'un pays, d'une grande puissance, quelle qu'elle soit, à un problème de sécurité dans telle ou telle zone, me paraît de plus en plus improbable. L'idée qu'il y ait plus qu'il y ait un grand gendarme du monde, comme les États-Unis, on peut le jouer pendant un moment, ou d'autres pays, je crois que ça paraît de plus en plus improbable et de moins en moins acceptable par l'opinion publique internationale. Donc cette idée de réponse individuelle, même si elle peut se produire ici ou là, me paraît être de moins en moins une tendance dans l'avenir. Autrement dit, par définition, ce sont des réponses collectives qui s'imposent à ces défis globaux, ça me paraît à peu près une évidence. Alors, en matière de réponse collective, bien sûr, la première réponse auquel on pense, c'est l'ONU. Chacun se rappelle la charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a la responsabilité première de la paix et de la sécurité dans le monde. Et alors, se pose bien sûr le problème de la légitimité du Conseil de sécurité et l'indispensable élargissement du Conseil de sécurité. À nouveau, on est dans la phase de chaos et de difficultés. Forcément, un jour ou l'autre, on y arrivera. Ça prendra malheureusement encore des années, mais ça me paraît une évidence si on veut garder la légitimité du Conseil de sécurité de l'ONU. Au passage, vous me permettrez de faire une incidente pour saluer et féliciter de façon très appuyée
le Maroc pour sa magnifique élection au Conseil de sécurité des Nations Unies récente. Le Maroc a eu 155... Oui. J'ai assisté moi-même pendant plusieurs années aux élections au Conseil de sécurité, qui sont à chaque fois des moments très forts, très dramatiques. Le Maroc a eu 155 voix au premier tour. Et comme chacun sait, les élections se font par groupes régionaux. Et alors certains groupes régionaux, cette fois-ci pour l'Amérique latine, il y avait un seul candidat, le Guatemala, donc il a été élu facilement. Mais être élu au premier tour avec 155 voix lorsqu'il y a plusieurs candidats, c'est exceptionnel. Je crois que ça fait plus de 10 ans, je crois 14 ans, qu'aucun pays dans une compétition à plusieurs a eu 155 voix. Donc je crois que c'est une élection triomphale, enfin remarquable pour le Maroc, qui témoigne du succès de la diplomatie marocaine, bien entendu, et de l'image que le Maroc, de la réputation que le Maroc a acquis ces dernières années sur la scène mondiale. Et également, là je plaide un petit peu pour ma paroisse, le fait que le Maroc, pour mon ancienne paroisse, que le Maroc soit un élément important des troupes de maintien de la paix. Le Maroc a un bataillon important en Côte d'Ivoire et un bataillon important en République démocratique du Congo, 2 endroits dans lesquels la situation est très difficile. Je crois que ça également a contribué, dans les instances onusiennes, à valoriser l'image du Maroc, qui se traduit par cette élection, je crois que dans les chiffres parlent par eux-mêmes, 155 voix au premier tour, en élection à plusieurs. Voilà, je souhaitais le saluer au passage, bien entendu. Sur la légitimité du Conseil de sécurité, on peut dire qu'en ce moment, on a un peu de la chance, puisqu'au Conseil de sécurité figurent en particulier 3 grandes puissances comme membres non permanents, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui évidemment accroissent la légitimité du Conseil de sécurité. Alors, dans le rôle du Conseil de sécurité, dans la réponse collective, il y a les opérations, elles sont toutes sous mandat du Conseil de sécurité, avec 2 types très différents. Les mandats qu'on donne au casque bleu, donc une opération sous commandement ONU, et les opérations mandatées par l'ONU, mais qui ne sont pas des opérations sous casque bleu. Alors, peut-être d'abord un mot sur les opérations casque bleu. Il y en a quand même beaucoup. Il y a aujourd'hui 15 opérations dans le monde, 120 000 casques bleus dans le monde. Et je voulais juste là-dessus souligner 1 ou 2 points. D'abord, ça a énormément cru ces dernières années. On était à 20 000 il y a encore à peu près 10 ans, 10-12 ans, on était à 20 à 30 000. Donc, il y a une demande évidemment très forte. Donc, cet élément de réponse au problème de sécurité nationale a été jugé utile, puisque la demande de ces opérations a été très, très grande. Deuxièmement, signaler qu'il y a de nouveaux acteurs dans le peacekeeping. Et j'ai là un représentant de la Chine. Je note par exemple que la Chine a décidé d'augmenter sa participation dans les opérations de maintien de la paix significativement. J'ai été à Pékin plusieurs fois et j'ai bien senti cette volonté d'utiliser ce cadre pour signifier une volonté de contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Je note au passage qu'en revanche, les pays les plus développés, du monde occidental en particulier, ne sont pas assez présents dans ces opérations de maintien de la paix. À mon sens, elles sont évidemment les principaux partenaires financiers. L'Europe, par exemple, finance 40% du budget des opérations de maintien de la paix. Mais, voilà, vous avez raison. En Afrique, par exemple, dans ces opérations de maintien de la paix, il y a très peu d'éléments de forces européennes ou autres occidentales ou les portes les plus développées. Je crois que là, c'est un point à améliorer dans le futur. Bon, je n'insiste pas là-dessus, on pourra bien sûr, s'il y a des questions, y répondre. Maintenant, un mot sur les opérations mandatées par les Nations Unies qui ne sont pas sous casque bleu. Donc on en a, je pense, citer quelques-unes évidentes. L'opération en Afghanistan est mandatée par les Nations Unies, mais elle est exercée par la FIAS, l'OTAN et ses partenaires en Afghanistan. L'opération AMISOM en Somalie, l'opération Libye, bien sûr, que chacun connaît parfaitement ici dans cette salle. Je note là-dessus que cette idée selon laquelle maintenant les opérations doivent recevoir un mandat ONU est de plus en plus acceptée. Chacun se souvient que l'opération Irak n'avait pas ce mandat de l'ONU et les problèmes de légitimité qui s'en sont suivis, que l'opération de bombardement de la Serbie en 1999 n'avait pas non plus à l'origine un mandat onusien et d'où les problèmes de légitimité. Et je crois que leçon en a été tirée et que maintenant chacun souhaite avoir, pour une opération de réponse collective, un mandat onusien. J'en veux pour preuve le nouveau concept stratégique de l'OTAN, qui dit très clairement et de façon parfaitement claire la volonté de l'OTAN d'obtenir à chaque fois autant que possible un mandat onusien.
Et lorsque M. Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN, rencontre M. Ban Ki-moon, il insiste à chaque fois pour constater que toutes les opérations de l'OTAN sont sous mandat onusien, et c'est clairement une volonté d'accroître de la légitimité. Je crois que ça, à nouveau, c'est une tendance de ces dernières années qui ne partira pas. Bien. Mais je note également de nouveaux acteurs qui émergent sur la scène de la réponse collective aux crises. Évidemment, l'Union africaine avec l'African Standby Force, je crois que c'est très clair, et la réponse qu'elle a fait en Somalie à travers la MISOM, c'est très clair. Je dirai un mot sur la Somalie dans un instant. Les organisations sous-régionales, la CEDEAO et sa Standby Force de 6500 personnes, 6500 soldats, je crois que c'est évidemment une réponse collective qui pourra s'appliquer dès que ce sera demandé. Mais je note, par exemple, d'autres acteurs dans d'autres régions du monde auxquels on pense moins. Je sens bien, par exemple, je vois M. Perrin-Brichambault et le CSTO, une organisation créée entre Chinois, Russes et les pays d'Asie centrale. C'est aussi le début de l'émergence d'une volonté de réponse collective à des problèmes de sécurité dans cette zone. Peut-être Marc Perrin-Brichambault pourra nous en dire un mot dans le cours du débat. Voilà. Mais alors, voilà quelques exemples. Mais je voulais donner l'exemple d'un pays spécifique pour montrer combien, à mon sens, la réponse collective est encore beaucoup trop ad hoc, pas très bien coordonnée et en tout cas pas de façon systématique. C'est celui de la Somalie. Somalie, je crois que chacun reconnaît, c'est une évidence, que ce pays, qui n'a plus d'État digne de ce nom depuis plus d'une vingtaine d'années, constitue une menace pour la sécurité régionale et au-delà. Et au-delà, je crois que c'est parfaitement clair, chacun connaît les liens du Shabab avec Al-Qaïda, tout ça, je n'en reviens pas là-dessus. Et ce que je peux vous dire, c'est la façon dont nous l'avons vu depuis New York, l'implication de la communauté internationale. Fin 2008, l'administration Bush, qui était très, très intéressée par ce qui se passait en Somalie, voulait une implication très forte de la communauté internationale et souhaitait, a fait une pression très forte pour qu'il y ait une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Somalie. Et j'étais à ce moment-là en fonction, j'ai résisté très fort pour dire que ça n'était pas la bonne réponse à la situation en Somalie. Il n'y avait pas de peace to keep, il n'y avait pas de paix à protéger. Nous n'avions pas une opération de maintien de la paix, ça n'est pas du peace enforcement, nous n'avions aucune chance de réussir. Et le secrétaire général de l'ONU, et coup de chance, pas coup de chance, je vois que c'était l'analyse du Conseil de sécurité, nous a soutenus pour dire que ça n'est pas le terrain pour une opération de maintien de la paix à ce stade. Donc le secrétaire général de l'ONU a pris son bâton de pèlerin et a contacté un très grand nombre de pays pour leur dire, à notre sentiment, la réponse à la situation en Somalie de 2008, c'était une coalition of the willing, une coalition ad hoc de pays qui seraient très prêts à venir intervenir de façon forte, robuste, pour imposer la paix dans ce pays. Et il a malheureusement subi des échecs, c'est-à-dire que quasiment la totalité des pays à lesquels nous sommes tournés a refusé de venir s'impliquer en Somalie. Chacun trouvait des bonnes raisons, être pris en Afghanistan ou ailleurs, ou bien la peur d'être rejeté par les Somaliens. Et donc, il y a eu échec. L'ONU, nous n'avons pas réussi à trouver des pays suffisamment forts, avec une nation cadre en particulier, pour prendre le lead, la tête d'une opération militaire pour imposer la paix en Somalie. Et donc, heureusement, nous avons eu cette chance de voir que l'Union africaine, avec l'AMISOM, a pris cette responsabilité très difficile. Chacun sait que l'AMISOM subit des pertes très, très lourdes, mais je dois dire que c'est à l'honneur de l'Ouganda et du Burundi de maintenir cette opération AMISOM qui a conduit à un grand succès à Mogadiscio même, pas encore dans l'ensemble du pays parce que les troupes ne sont pas encore assez nombreuses, mais je crois qu'à Mogadiscio, ils ont fait preuve d'un courage et d'une réussite remarquable. Ça, c'était un des aspects de la réponse. Deuxième aspect de la réponse, alors d'abord, deuxième aspect, le fait que l'AMISOM a sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU et également sous le soutien logistique de l'ONU. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui apportions le soutien logistique à l'AMISOM. C'est un type de réponse. Troisième type de réponse pour la Somalie, le fait que les forces somaliennes du gouvernement fédéral provisoire reçoivent des financements et de la formation de la part d'un grand nombre de pays, les Européens, les Américains et autres. Bon, ça c'est évidemment un élément très important également. Mais autre élément sur la Somalie, tout l'aspect offshore.
offshore, les opérations offshore, l'opération européenne Atalanta, qui je crois, du point de vue européen, est un très bon succès, enfin très utile, mais également le fait que cette opération anti-piracy, anti-piraterie, agglomère beaucoup d'autres acteurs, même la Chine, l'Inde, beaucoup d'autres participent. Je crois que c'est tout à fait intéressant, mais en même temps, tout ça s'est fait de façon, je veux dire, ad hoc, un petit peu improvisée, et donc ça donne une réponse sur la Somalie extraordinairement, j'allais dire, pas non coordonnée, mais en tout cas par pièces, par différentes pièces, et en particulier, on peut s'étonner de l'effort extraordinaire de la communauté internationale offshore, et par comparaison, un effort nettement plus faible onshore. Bon, je pourrais élaborer beaucoup, je voulais juste simplement montrer que la Somalie me paraît un exemple d'un pays test dans lequel la réponse de la communauté internationale est en cours d'élaboration, elle est encore de façon un petit peu hétéroclite, mais je pense que beaucoup de leçons pourront en être tirées dans le futur. Et pour terminer, je voulais juste dire deux mots sur deux considérations un peu générales sur ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines années, sur la réponse collective toujours aux problèmes de sécurité internationale. Le premier, c'est le retrait progressif d'Afghanistan, qui forcément aura des conséquences sur les autres conflits, puisque les grandes puissances qui ont des forces en Afghanistan vont avoir des marges de manœuvre pour intervenir ailleurs. Moi, je l'espère, dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, mais ça peut être sous d'autres formes. Je crois que c'est quelque chose à suivre de très près. Il y a pour le moment un overstretch en Afghanistan. Dans la plupart des pays développés y sont impliqués. Que se passera-t-il quand ils se retireront? Et deuxième élément aussi important à prendre en compte, c'est l'impact de la crise financière sur notamment les budgets de défense d'un certain nombre de pays. C'est particulièrement vrai en Europe. Aujourd'hui, en Europe, la quasi-totalité, pas tous, mais la très grande majorité, 90% des pays européens voient leur budget des ministères de la Défense se réduire, d'où leur capacité à intervenir aussi de façon autonome, se réduire également. Quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que ça veut dire qu'il souhaite plus des réponses collectives d'autres acteurs, à travers l'OTAN, l'ONU ou autres? Et aussi, quelles conséquences ça a sur le vote des budgets des opérations de maintien de la paix des Nations Unies? Ce sont des questions qui vont être traitées. L'impact de la crise financière sur les budgets de défense va évidemment avoir une influence très forte sur les capacités de réponse collective des prochaines années. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Monsieur Laurent. Monsieur le Président Andrés Pastrana Arango, à la tête de la Colombie, vous avez eu à faire face à une guérilla, celle des FARC, qui était alimentée par le trafic de drogue. On sait que la Colombie est productrice de cocaïne. Et vous avez dû lutter à ce que les Américains allaient appeler la chute de votre État avant que vous n'arriviez au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience où, en tant que chef d'État, vous voyez la drogue déliter un pays ou tenter de le faire? Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Instituto Amadeus que nos haya invitado a participar en este foro y qué bueno tener representantes de América Latina en un foro sur-sur, que al final somos muy pocos los que estamos aquí presentes. Para comenzar la intervención, recuerdo algún día un colega periodista en una rueda de prensa cuando era presidente me dijo o me hizo una pregunta que si yo dormía bien, y yo dije que yo dormía muy bien. Me dijo que si yo tenía pesadillas, y le dije, mire, yo duermo muy bien porque en Colombia las pesadillas comienzan cuando uno se despierta. Entonces, hoy quiero compartir en buena parte esa experiencia que tuvimos, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la guerrilla. Personalmente he vivido como decimos, en carne propia estas experiencias. Yo estuve secuestrado por el cartel de Medellín en el año 1988. Posteriormente, en el año 94, el narcotráfico infiltra las elecciones y pierdo las elecciones por 15 millones de dólares que fueron involucrados por el cartel de Cali en la campaña de mi antecesor. Por lo tanto, creo que tengo autoridad para poder hablar de este tema.
Yo creo que hay que separar el tema un poco porque hablamos de la globalización de la criminalidad. La globalización tiene una cara oscura, pero el tema de globalización definitivamente tiene que ser por referido al tema económico. La criminalidad, que yo creo que es el actor principal hoy en este nuevo orden mundial, es a donde tenemos que mirar y poner nuestros ojos. Hoy el crimen conforma redes internacionales. Miremos lo que está pasando con el narco, ya Pierre se refirió aquí, el tema de la piratería, el tema del contrabando, de las armas medianas y pequeñas. Y en el caso de América Latina, en que lo que hemos buscado nosotros durante tantos años, que es el progreso económico y el progreso social, para conseguir mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, en buena parte hoy lo vemos frustrado por esa lucha contra lo que yo denomino el narcoterrorismo. En el año 2003, ya la Organización de Estados Americanos decía que la principal amenaza regional era el tema de la seguridad. Y yo creo que hoy, no solamente en nuestra región, sino en el mundo, estamos librando 3 tipos de guerras. La primera, la guerra territorial. A través de la guerra territorial, lo que buscan estas organizaciones criminales es, primero, conquistar territorios, segundo, conquistar mercados. Miremos lo que pasó en Colombia. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, lo que buscaban era obtener territorios a través de los cuales podían hacer sus exportaciones de droga. Miremos lo que está pasando en México. Tenemos los carteles de Sinaloa, los carteles del Pacífico, los carteles del interior, en una lucha de carteles buscando territorios para desde allí buscar ejercer estos actos de corrupción y de criminalidad hacia los Estados Unidos y hacia otros países. Y tercero, lo que viene sucediendo ahora en Europa. En el año 2000, recuerdo yo, en una intervención ante el Parlamento Europeo, hacía mención de que Europa se iba a convertir en el nuevo mercado de la droga. Año 2000. La respuesta era, ese es un problema de los gringos, de los yanquis, y ese no es un problema de Europa. Y miremos lo que está pasando hoy. Desde esa época comenzamos a vislumbrar ya todas las trazas de los barcos que salían de Colombia, estaban llegando al África, del África se transportaba la droga a Europa, básicamente a España, y de España se distribuía en el mercado europeo con un nuevo actor que era la mafia rusa, o que es la mafia rusa. Y ese es un tema de economía de mercado, de oferta y de demanda. 1 kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos vale $30.000 y ese mismo kilo de cocaína en las calles de Europa vale 90.000 euros. Entonces miremos qué está pasando. Hoy estamos viendo que la droga se ha desplazado de Colombia hacia México y la gran preocupación que tengo es que de México se va a ir a países mucho más pequeños y mucho más frágiles. Llámense Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador. Porque al fin y al cabo México es un gran país, con instituciones, con unas fuerzas militares. Estos pequeños países es más fácil de actuar y es más fácil de obtener altos grados de corrupción al interior de la policía, de sus fuerzas militares, si las tienen, y de la política.